Bonsoir. Soyez les bienvenus. Je ne suis pas Michel. Je m'appelle Najwa Darwish. Je suis conteuse et autrice et je réside à Nantes. Alors, avant d'accueillir Michel comme il se doit, je vous propose de faire un peu de magie. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Très bien. Prenez un mensonge, une rumeur ou une idée reçue, répétez-la. Ajoutez-y une bonne dose de crise, économique, religieuse ou sanitaire, peu importe. Mélangez avec l'angoisse de l'inconnu, la méfiance de l'autre, la peur de se retrouver seul contre tous. Très vite, la frontière entre le vrai et le faux va s'estomper. Ce qui était absurde hier devient évidence aujourd'hui. La voisine un peu étrange n'est plus simplement une femme qui parle au chat. Elle devient sorcière. L'étranger n'est plus un être humain. Il devient bouc émissaire, un monstre à abattre pour apaiser la peur collective. Il était une fois un roi très sage et respecté par son peuple. Il gouvernait une grande ville, traversée de part en part par un fleuve. Le peuple aimait son roi. Le peuple était heureux. Et le fleuve donnait à la ville toute l'eau dont elle avait besoin. Au palais, le roi pouvait compter sur son vizir, son grand conseiller, un devin qui savait lire le ciel, les étoiles, et qui savait interpréter les rêves. Ce matin-là, le roi s'est réveillé en sueur. Il avait fait un drôle de rêve, un cauchemar. Il a appelé son vizir et il lui a raconté. Il a dit, c'était la nuit. Je marchais sur le bord du fleuve, tout était calme. Pourtant, de l'autre côté, sur l'autre rive, toute la ville semblait s'être rassemblée là. Et il y avait des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, alignés sur le bord de l'eau, la tête tournée vers le ciel. Au-dessus d'eux, 3 grandes lunes brillaient. Tout à coup, les 3 lunes ont disparu en même temps et le fleuve a commencé à s'agiter. Il a pris une couleur orangée. Le peuple s'est baissé et a bu. Seulement, plus le peuple buvait, plus il semblait agité, comme l'eau du fleuve. Certains se sont mis à éclater de rire, mais ne pouvaient plus s'arrêter. D'autres, à 4 pattes sur le sol, criaient comme des bêtes. Tout à coup, il y a eu un homme qui m'a pointé du doigt. Il a poussé un hurlement si terrifiant que je me suis réveillée. Face au roi, le vizir aussi transpirait à grosses gouttes. Votre rêve, majesté, est terrible. Une malédiction va s'abattre sur notre royaume. Dans 3 lunes, dans 3 mois, le fleuve va être empoisonné. L'eau sera impure. Quiconque boira de cette eau deviendra fou. Mais comment faire, se dit le roi? Comment pouvoir garder de l'eau pure pour toute la ville? C'est impossible. Eh bien, dit le vizir, si notre peuple doit devenir fou, il faut au moins que la tête du pouvoir puisse continuer à gouverner avec sagesse. Alors, ils ont trouvé une solution. Ils ont creusé une citerne sous le palais. Ils ont rempli la citerne d'eau pure. Et 3 mois après le rêve du roi, la prédiction du vizir s'est réalisée. Petit à petit, les gens ont commencé à devenir fous. Et en quelques jours à peine,
Toute la ville avait sombré dans la folie. Il y avait celles qui grimpaient sur les toits des maisons et sautaient dans le vide pour s'envoler comme des oiseaux. Chaque matin, un nouveau prédicateur arrivait et essayait d'imposer sa religion. Bon, le vizir et le roi, eux, étaient épargnés. Ils buvaient l'eau de la citerne. Mais le roi était désemparé. Il ne pouvait pas laisser son peuple comme ça. Alors chaque matin, il quittait le palais sur son cheval et il tentait de raisonner son peuple. Mais il n'y avait rien à faire. Personne ne l'écoutait, personne ne le comprenait. Les gens éclataient de rire, voire même crachaient sur les pas de son cheval. Ce matin-là, le roi est rentré au palais désemparé, désespéré. Il a appelé son vizir, je ne sais plus quoi faire. Je suis complètement perdue, je ne sais plus quoi leur dire. Quand il a prononcé ces mots-là, il y avait un serviteur qui travaillait au palais. Dès que le serviteur a entendu les mots du roi, il s'est empressé d'aller en ville et de raconter à tout le monde. Notre roi est perdu. Notre roi ne sait plus quoi nous dire, comment se faire gouverner par quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Notre roi est un idiot. Notre roi est devenu complètement fou. Et très vite, comme une traînée de poudre, la rumeur a embrasé la ville. Le roi est fou, à bas le roi, à mort le roi. Et la ville s'est tassée à l'entrée du palais. La foule grondait à l'intérieur du palais. Le roi a regardé son vizir. Il lui a dit, je n'ai pas le choix. Pour que le peuple me fasse confiance à nouveau, il faut que moi aussi, je boive l'eau du fleuve. Toi, mon vizir, tu seras notre ultime garantie. Le vizir a acquiescé. Le roi a quitté le palais. Il s'est rendu au fleuve, il a bu. Sous les acclamations de son peuple, le roi a retrouvé sa raison. Bon, c'était l'homme le plus sage de la ville. Il est devenu l'homme le plus fou. Il est rentré au palais, la première chose qu'il a faite, il a fait couper la tête de son vizir. À partir de ce moment-là, tout le monde était rassuré. On n'a jamais revu dans le royaume un seul fou. La folie n'est-elle pas qu'une question de perspective? Quand une idée s'empare d'une foule, quand une peur se propage, quand la folie devient collective, que se passe-t-il? Entre le XVIe et le XVIIe, des milliers de personnes, en majorité des femmes, furent accusées, torturées et même exécutées pour sorcellerie. Les procès n'étaient pas des erreurs isolées, c'était un système où les juges, les bourreaux, le peuple croyaient dur comme fer à la menace, à la réalité de la menace. Quand tout le monde y croit, douter devient un acte de trahison. C'est avec nous ou contre nous. Le flou, les frontières, ce qui échappe à la raison, tout cela est trop aléatoire, trop confus, pas assez fiable, pas assez simple. Pourtant, c'est justement ce qui va intéresser la déesse Hécate. Lorsque Zeus, après sa victoire sur les Titans, va lui proposer de choisir un royaume, sans hésiter, elle répond « Je veux les lieux que les autres craignent, les carrefours, là où les chemins se croisent, les nuits, là où errent les fantômes, et les seuils, entre mort et vie, entre ombre et lumière. » Impressionné, Zeus lui accorde le pouvoir sur la terre, sur la mer et dans le monde souterrain. Il fait d'elle une déesse triple, 3 corps, 3 visages, pour veiller sur les 3 mondes. Hécate n'est pas une déesse comme les autres, tandis que ses cousins de l'Olympe ont de grands temples baignés de soleil. Elle est vénérée la nuit. Ses prières sont chuchotées. Ses fidèles déposent leur offrande sur de tout petits autels, sur le bord des chemins. On dit qu'elle est la protectrice des sorcières et des pratiques magiques. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours aimé les sorcières, les magiciennes. Pour moi, elles incarnent ce que la vie rationnelle nous refuse, le mystère, la transgression et la magie.
La magie, pour moi, c'est bien plus qu'un simple échappatoire à la réalité. Non, la magie nous aide à regarder le monde autrement. Petite île perdue au milieu de la mer Méditerranée. Palais somptueux, table chargée des mets les plus fins. D'un côté, Ulysse, de l'autre, à votre avis, Circé. Autour d'eux, dans l'immense salle de réception, les compagnons d'Ulysse, transformés en porcs, se vautrent. Circé prend la parole. Ulysse, ne sois pas en colère, je ne suis pas ton ennemi. Je soulève simplement un voile sur une autre réalité. Tu es convaincu que j'ai changé leur nature, mais aujourd'hui, tu vois peut-être tes compagnons tels qu'ils ont toujours été. Des porcs qui se traînent dans la boue. Le monde est beaucoup plus complexe que ce que tu crois, Ulysse. Et pour accéder à sa richesse, il faut accepter de te perdre, plonger dans l'inconnu, prendre des chemins de traverse alors. Bois, Ulysse. Ulysse ne boira pas. Ou en tout cas, il contournera la magie de Circé, son pouvoir. Il restera bien à l'abri de toute transformation, de toute magie. Mais qu'est-ce que la magie? Si ce n'est un lieu où l'imagination peut vagabonder en liberté, un pas de côté qui nous rappelle que le monde est complexe et que les véritables fous sont ceux qui croient détenir la vérité et l'imposent de gré, de force. Alors, tentons de préserver ces lieux de magie, cultivons le doute et souvenons-nous des procès des sorcières. Souvenons-nous de la grande histoire pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Christelle Gualdé, la directrice scientifique du musée d'histoire de Nantes et la commissaire de l'exposition Sorcières, que peut-être certains d'entre vous ont vu ou ont prévu d'aller voir prochainement. Je suis ravie de vous accueillir ici au nom de toute l'équipe du château. On vous a déjà souhaité la bienvenue, mais je recommence. Nous allons passer un petit moment ce soir avec une historienne que je vais vous présenter dans quelques minutes, Michèle Zancarini-Fournel. Pourquoi le choix de faire appel à Michèle Zancarini-Fournel ce soir, à une date qui est très proche de celle du 8 mars? Ce n'est évidemment pas un hasard. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet de l'exposition et des sorcières, j'ai été troublée par beaucoup de thématiques. Honnêtement, beaucoup de sujets m'ont interrogée. J'ai trouvé la thématique extrêmement moderne, finalement extrêmement vivante. Et j'ai été très surprise de la vivacité dans le registre du féminisme de la figure de la sorcière. Comme dans le monde historique, on peut dire, il n'y a pas un type de sorcière, il n'y en a pas non plus un dans l'imaginaire, il y en a à chaque fois plusieurs. Eh bien, il en va de même dans l'approche féministe, en fait, dans les approches féministes. Là aussi, les sorcières sont très diverses. La figure de la sorcière pour les féministes des années 1960 et 1970, ce n'est pas celle des jeunes filles d'aujourd'hui qui se revendiquent sorcières sur les réseaux sociaux ou lors de manifestations. Donc je trouvais que c'était particulièrement intéressant de chercher une historienne qui pouvait nous parler de ça et qui finalement pouvait nous donner à voir tous ces visages. J'ai donc pensé à Michèle Zancarini-Fournel qui ne peut pas être là avec nous ce soir comme prévu parce qu'elle a eu un petit accident, mais qui est avec nous virtuellement. Donc par magie, là, on va la faire apparaître. Bonsoir Michèle. Bonsoir à tout le monde. Alors, est-ce que vous l'entendez bien? Peut-être on va monter le volume un peu. C'est bien que je vous le demande. Voilà, on fait ça ensemble. Donc Michèle, je vous présente comme c'est prévu, comme si vous étiez là. Donc vous êtes une historienne française, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université Claude Bernard de Lyon.
Ces travaux à Michel ont porté principalement sur l'histoire des femmes et du genre, l'histoire sociale, celle des mouvements populaires, et en particulier sur les années 68, l'environnement de la période des années 68. Michel a cofondé et co-dirigé une revue que vous connaissez peut-être, c'est la revue Clio Femmes, Genre, Histoire. Elle a publié de nombreux ouvrages sur ce thème, sur ces thèmes, et elle a contribué à faire connaître l'histoire alors comme on dit par en bas, ça veut dire l'histoire des classes dites populaires, l'histoire des femmes et l'histoire des mouvements sociaux. Donc, en plus de ses recherches universitaires, Michel Zancarini-Fournel s'est engagé dans des projets de sauvegarde, d'archives, des projets collectifs, et la diffusion de l'histoire auprès des publics qui sont des publics variés. À ce titre, elle a produit un certain nombre d'ouvrages, et celui qui fait que nous nous rencontrons ce soir, c'est celui-ci, que vous connaissez peut-être, que nous avons mis à votre disposition pour le cas où vous souhaiteriez l'acquérir à la suite de la conférence dans le petit corner qui est tout là-bas. C'est donc un ouvrage qui a été publié en 2024, si je ne me trompe pas, chez Libertalia, voilà, et qui s'intitule « Sorcières et sorciers, histoire et mythe, lettres aux jeunes féministes ». Au moment de la sortie de cet ouvrage, évidemment, le titre m'a interpellée, mais ce qui m'a interpellée, c'était... Moi, je travaillais sur les sorcières, et là, tout à coup, il était question de sorciers. Je travaillais bien aussi sur les mythes, les légendes et sur l'histoire. Je travaillais aussi sur la question féministe, mais j'ai trouvé que là, forcément, il y avait un peu une promesse, puisque c'est une lettre adressée aux jeunes féministes. Donc, ma première question... Michel, c'est de savoir si vous pouvez nous expliquer le titre de votre livre et puis nous dire pourquoi vous vous êtes intéressé finalement à l'histoire des sorcières, à leur représentation, à l'histoire et aux représentations aussi des sorciers. Bon, rebonsoir, et je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous, mais je vais essayer qu'on m'entende et qu'on puisse discuter après mon intervention. Alors, mon intérêt pour le sujet est né il y a une quinzaine d'années quand nous avons conçu avec une collègue plusieurs expositions et conférences autour de ce que nous avons appelé un parcours de sorcières en bibliothèque. C'est la fiche que vous voyez peut-être sur la gauche de l'écran, j'imagine. Ceci mettait en valeur les ressources de 3 bibliothèques universitaires lyonnaises associées pour cet événement. La spécialiste littéraire de la sorcellerie, Nicole Jacques Chacun, avait déposé ses livres et ses manuscrits à l'École normale supérieure de Lyon. La bibliothèque de santé de l'université Claude Bernard avait extrait de ses réserves des livres précieux du XVIIIe siècle sur les plantes et les usages médicinaux par les sages-femmes. Et cette exposition avait été complétée par une conférence de l'historien Jacques Gélis, spécialiste de l'histoire de la naissance au XVIIIe siècle. À l'Institut universitaire de formation des maîtres, la littérature de jeunesse, la bande dessinée, l'histoire de la sorcellerie étaient à l'honneur, et nous avons écouté l'historienne italienne Luisa Catti nous présenter une approche psychanalytique de la sorcellerie. Donc, en 2010, cette plongée dans l'histoire des mythes et des représentations à propos des sorcières m'a marqué. Elle explique le sous-titre du livre, Histoire et mythes, qui entend prendre en compte à la fois le réel historique, selon l'expression de Pierre Vidal-Naquet, décrypté par les spécialistes de l'époque moderne et validé par les sources, et par ailleurs les mythes qui ont été associés à cette histoire depuis le XIXe siècle et qui forgent donc un autre récit. Lorsqu'en 2017, des jeunes féministes sont descendues dans la rue, vêtues de noir avec robe longue et chapeau pointu, un costume dit traditionnel mais inventé, en proposant de mettre Macron dans le chaudron, mon intérêt s'est aiguisé et donc il y en a d'autres sorcières états-uniennes, et donc pour comprendre sur quoi reposaient les imaginaires de celles qui se considéraient comme les descendantes des sorcières d'autrefois, avec leur slogan « Nous sommes les descendantes des sorcières que vous n'avez pas pu brûler ».
Un autre slogan, c'est « Nous sommes les petites filles de toutes les sorcières que vous n'avez pas brûlées ». Ce qui n'était pas tout à fait conforme à l'histoire des sorcières et des sorciers qui ont été persécutés dans tout l'Occident entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIIe siècle. L'insurrection féministe, donc, avec MeToo, a contribué par ailleurs à encourager une réflexion sur les violences faites aux femmes, y compris aux sorcières. Le livre Sorcières de Mona Chollet, paru en 2018 et sous-titré « La puissance invaincue des femmes », a mis en lumière ce qui m'est apparu dans un premier temps comme un complet contresens historique sur les sorcières, qui n'étaient pas des femmes puissantes, mais de pauvres femmes isolées, souvent, victimes de querelles de voisinage, de dénonciations, d'arrestations, débouchant sur l'aveu, sous torture, du crime de sabbat. D'où mon désir d'écrire, sous forme de cette lettre aux jeunes féministes publiques, cet essai qui entend faire la part à la fois de l'histoire des sorciers et des sorcières et celle de la construction des mythes jusqu'au plus contemporain. En février 2019, l'histoire titrait « L'Inquisition contre les sorcières, un féminicide ?» L'interrogation rapprochait ainsi la question contemporaine de la dénonciation des féminicides, ces meurtres de femmes en raison de leur sexe, par les féministes de différents continents, et l'histoire même des sorcières pourchassées par l'Inquisition, ce tribunal ecclésiastique créé à la fin du XIIe siècle pour lutter contre les hérésies et les juifs. L'histoire était très rapidement évoquée en rappelant dans le livre de Mona Chollet, en rappelant que le mouvement contre la sorcellerie débute entre 1420 et 1450 dans le pays de Vaud en Suisse, et qu'il concerne aussi bien les hommes que les femmes, ce qui récuse d'emblée l'appellation de féminicide. Alors, quelques ouvrages, il y en a des centaines et des centaines, mais j'en ai choisi quelques-uns, donc. Ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières se généralise dans toute l'Europe rhénane à la fin du XVe siècle et jusqu'au premier XVIIe siècle, période au cours de laquelle, sur 10 personnes envoyées au bûcher, après avoir été torturées pour l'obtention d'aveux de fornication avec le diable, 7 sont des femmes. Majoritairement, le sorcier devient progressivement une sorcière. Aujourd'hui, les sorciers ont été effacés de l'histoire publique et la sorcellerie est devenue une histoire de femmes. C'est d'ailleurs le titre d'un livre pour grand public. Alors voilà quelques livres de spécialistes. Donc, on a vu tout à l'heure le livre de Robert Muschenbled et celui de Robert Mandrou qui a été publié après sa mort avec des textes inédits. Deux des très grands spécialistes donc français de l'histoire de la sorcellerie. Et au centre, vous avez le livre de Carlo Ginzburg, qui est un historien italien, qui revisite dans son livre, donc, 50 ans après leur première publication en italien en 1966, et il souligne donc le paradoxe qui consistait à écrire une histoire des attitudes et des croyances, donc celles des victimes, les hommes et les femmes accusés de sorcellerie, à travers les archives de la persécution. Et donc cette dénonciation pose une interrogation fondamentale pour l'écriture de l'histoire, celle de la possibilité de la connaissance de l'expérience individuelle des femmes et des hommes poursuivis pour sorcellerie, alors que l'essentiel des sources est constitué d'archives donc portant sur la répression, ce qu'on appelle les traités de démonologie, les minutes des procès, les archives judiciaires, les écrits des enquêteurs et des juges. Les livres les plus récents que nous allons voir sur la prochaine diapositive, voilà, s'appuient entre autres sur l'analyse du livre qui a été essentiel pour cette construction de l'image romantique de la sorcière et du mythe, le livre de Paul Pétitier, donc, qui est paru en 2024, et qui s'appelle « La pensée sorcière »,
et qui décortique donc le texte de Michelet. Paul Pétitier est une professeure de littérature, spécialiste justement de Michelet, et elle montre comment Michelet cherchait à faire entendre la voix d'une figure de résistance à l'oppression cléricale et celle d'un pouvoir indompté des femmes qui auraient eu des savoirs médicinaux. Le mythe ainsi, donc, de la sorcière savante, se consolide progressivement. Alors vous avez dans cette présentation, vous avez aussi un livre, un petit livre qui est en open books, donc vous pouvez le lire, Sorcier et sorcellerie, qui est un petit livre d'une série d'articles. Et vous avez aussi la référence à une des grandes spécialistes de l'histoire de la sorcellerie, Martine Ostorero, qui est d'ailleurs qui a écrit un article dans le livre catalogue de l'exposition que je vous recommande. Alors, merci pour l'historiographie. Si on revient maintenant à l'histoire, Michel, qui étaient les personnes accusées de sorcellerie à l'époque moderne? Quel rapport avec la religion? Est-ce que c'est uniquement une histoire de religion? Et était-ce donc seulement question de femmes à ce moment-là? Alors, comme je l'ai dit, donc la persécution de personnes présumées coupables de sorcellerie s'étend sur une longue période, donc du XVe siècle, fin du XVe, jusqu'au fin du XVIIe siècle. Ce qu'on a appelé donc cette fameuse chasse aux sorcières. Elle est associée le plus souvent à la religion, et en particulier au tribunal ecclésiastique de l'Inquisition, donc créé en 1199. C'est une juridiction qui applique des peines pour combattre ce qu'elle qualifie d'hérésie. C'est d'ailleurs sur ce sujet qu'a travaillé, entre autres, Martine Storero dans ce livre qui s'appelle « Aux marges de l'hérésie ». C'est-à-dire tout ce qui est en désaccord avec les règles et le fonctionnement de l'Église. Il s'agit surtout à ce moment-là de lutter contre deux mouvements dissidents, le mouvement cathare, même si on revient là-dessus sur cette dénomination, dans le sud-ouest du royaume de France, et le mouvement vaudois dans le Dauphiné et dans les vallées des Alpes. À partir du XVe siècle, la volonté d'évangélisation des campagnes pour lutter contre les hérétiques et pour lutter aussi contre la réforme provoque la multiplication d'affaires, le plus souvent politiques, mais qui prennent l'apparence de procès de sorcellerie. Une concurrence se manifeste alors entre la justice royale et la justice du pape, et c'est la justice royale politique qui va prendre le dessus sur l'Inquisition. On assiste à la mise en place d'un appareil répressif avec la formation de juges spécialisés et avec les écrits des inquisiteurs, on est à l'émergence d'un genre littéraire, si on peut dire, qui fleurit du XVe au XVIIe siècle, l'écriture démonologique. La mutation des attitudes mentales à la fin du XIVe s'explique potentiellement par un contexte historique extrêmement angoissant qui faisait ensuite à l'épidémie de la peste noire de 1348, qui a vu disparaître plus du tiers de la population européenne. Le royaume de France est bouleversé par des guerres, vous connaissez la guerre de 100 ans, de 1357 à 1453. Par ailleurs, le grand schisme d'Occident fait qu'il y a deux papes entre 1378 et 1418. La chrétienté est divisée, donc elle a deux têtes, un pape qui réside à Rome et un autre à Avignon, que vous connaissez peut-être par la chanson, dans le comtat venessin. Pour combattre les schismatiques, le pape envoie en Provence un inquisiteur batailler contre ces nouvelles sectes, contre ces rites prohibés, c'est-à-dire, je cite, « les chrétiens, les juifs, les sorciers, les devins, les invocateurs de démons, les conjurateurs et augures superstitieux. » Donc vous voyez bien que là, ce sont les sorciers qui sont cités, non les sorcières. Mais la lutte contre la sorcellerie ne se déroule pas sans difficulté. Il existe des conflits avec les autorités ecclésiastiques et les autorités séculières. Cette inquisition va changer de cap en 1486,
et passant de l'hérésie à la sorcellerie, avec la publication, à la demande du pape Innocent VIII, d'un manuel d'inquisition attribué longtemps à Henri Institoris et à Jacques Sprenger, qu'on a traduit par le marteau des sorcières, Malleus Maleficarum. Et là, je vous ai mis la couverture d'une republication où ils sont encore tous les deux cités, même si la recherche la plus récente met en cause la participation réelle de Jacques Sprenger. Ce livre très connu est diffusé dans toute l'Europe occidentale, en dizaines de milliers d'exemplaires, en latin et ensuite en français. C'est un manuel pour expliquer aux inquisiteurs comment bien mener l'enquête et la procédure judiciaire. Mais c'est aussi un texte qui a été largement repris par les autorités politiques, les princes, les rois et les seigneurs. Alors, une des premières représentations graphiques de sorcières sur son balai est dans un manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France, qui s'appelle Le Champion des Dames, de Martin Lefranc, qui est un manuscrit qui est daté, alors j'ai mis 1440, mais c'est autour de 1440. On trouve d'autres dates, 1441, 1443. Donc c'est une des premières représentations d'une sorcière sur son balai pour rejoindre le diable. Les sorcières, donc, sont effectivement majoritairement des femmes, souvent, mais pas toujours, de vieilles femmes, vivant à l'écart, isolées, et qui sont, dans le cadre d'un village, accusées d'avoir jeté des sorts parce qu'il y aurait eu une mauvaise récolte, que des animaux étaient morts, qu'un voisin était malade, etc. Ces personnes sont poursuivies après dénonciation de voisines ou de voisins, et un peu plus tard par des enfants qui étaient poussés donc aux dénonciations. Il y a eu toute une vague de dénonciations d'enfants entre 7 et 14 ans. Et donc, elles sont soumises donc, par les inquisiteurs à la torture jusqu'à ce qu'elles avouent dans les termes avancés par ces derniers. Elles avouent être coupables de crimes de sorcellerie, d'avoir participé à des sabbats et à des orgies sexuelles avec le diable. Donc sorcellerie et sexualité sont liées étroitement. Alors aujourd'hui, actuellement, quelles sont les questions qui sont en débat sur l'histoire des sorcières et des sorciers? Alors, la première question, je vous en ai déjà parlé, mais je voudrais insister, parce qu'on décrit souvent les procès en sorcellerie en n'évoquant que les femmes. Certes, la majorité des accusés sont des femmes. Certes, elles sont particulièrement victimes d'une violence misogyne à l'époque, développée dans les écrits des inquisiteurs à la fin du XVe, ces écrits qui sont répétés sans arrêt. Mais en moyenne, entre un quart et un tiers des accusés sont des hommes, et ceux-ci finissent aussi sur le bûcher. Il est donc nécessaire de parler ce qu'on pourrait appeler le genre de la sorcellerie, sans exclure les hommes de ce processus historique, au risque de faire ce que Virginia Woolf appelait, pour l'histoire des femmes, pour l'exclusion des femmes de l'histoire enseignée, elle disait que c'était une histoire boiteuse. Et donc, un peu ironiquement, je reprends l'expression pour dire qu'il ne faut pas faire non plus une histoire boiteuse des sorcières. Mais un des principaux problèmes de discussion encore aujourd'hui, c'est les questions du nombre d'exécutions et de leur périodisation. Ceci est toujours discuté et c'est fondamental. Il y a actuellement une bataille sur les chiffres de cette répression qui, là encore, renvoie à des préoccupations très contemporaines. On sait aujourd'hui, par les travaux des historiens qui s'appuient sur les sources, historiens et historiennes, que la chasse aux sorcières et aux sorciers a fait entre 40 000 et 70 000 victimes pour environ 100 000 procès. Environ. Alors ces chiffres ne peuvent pas être très précis parce que d'abord les situations sont très différentes selon les régions, et puis il y a des archives qui manquent, et puis donc c'est très compliqué de faire un bilan très très précis. Mais depuis la fin du 19e, s'est développée l'idée que la chasse aux sorcières
avait conduit à la mort de 9 millions de femmes. Donc vous voyez, on passe de 70 000 au plus à 9 millions. Ça a été publié par une féministe états-unienne, Matilda Cage, dans un essai publié en 1893 qui parle de 9 millions de personnes exécutées en 300 ans, et essentiellement des femmes. Je vais la citer parce que je crois que c'est important. D'après les archives traduction évidemment. D'après les archives historiques, 9 millions de personnes ont été mises à mort pour sorcellerie après 1484, c'est-à-dire après la bulle papale qui lance l'exécution, soit pendant une période de 300 ans, et cette estimation ne tient pas compte du grand nombre de personnes qui ont été sacrifiées au cours des siècles précédents, sur la base de la même accusation. La plus grande partie de cette multitude incrédule était constituée de femmes. Voilà. Mais ce chiffre de 9 millions, donc, est évoqué sans preuve à la fin du XIXe siècle, on le retrouve encore dans un ouvrage collectif dirigé par Christelle Tarot, qui est paru en 2022, Féminicide, une histoire mondiale. Et en particulier, on le retrouve sous la plume de la philosophe Silvia Federici, qui écrit que c'est le plus grand massacre de l'histoire occidentale. Donc on peut dire que cette utilisation du nombre de persécutions sans lien avec le réel historique est dommageable. Le bilan avancé par les historiens et historiennes est déjà considérable et effrayant. Il n'y a pas lieu d'en rajouter. Même si définir un chiffre précis est complexe, comme souvent en histoire. D'abord, cela dépend des sources, qui peuvent être lacunaires et dispersées. Elles concernent des espaces très divers, qui ont des histoires différentes. Il y a moins, par exemple, d'exécutions dans le royaume de France que dans les États d'Allemagne, plus dispersés et plus des endroits où il y avait vraiment une confrontation entre les États de réforme et les États catholiques. Ou bien dans les vallées alpines suisses ou italiennes, là où catholiques et protestants sont en contact. Et c'est sur la lacune des sources et parfois le manque de précision que s'appuient celles et ceux qui n'acceptent pas les chiffres publiés par les historiens et les historiennes. On peut effectivement s'interroger avec Louise Bonvalet, qui est une spécialiste de la sorcellerie en Italie, qui a étudié un procès de sorcière ou de sorcier, c'est le titre, devant l'Inquisition vénitienne, sur le problème de la fiabilité des sources et des difficultés pour écrire une histoire véridique et non fantasmée. Alors je la cite, « Notons dès à présent que nos sources, comme toutes les sources historiques, ne sont pas sans limite et leur fiabilité peut être interrogée. Elles représentent le passage de l'oral à une forme écrite et elles sont également plus ou moins traduites par le greffier. Ça, c'est très important, la question de la traduction. De plus, il s'agit d'un organe de répression. Il est donc légitime de se demander si les interrogés disent la vérité. Malgré tout, les procès de l'Inquisition sont une source d'informations importante sur la sorcellerie et les pratiques de la vie quotidienne. On doit donc être très vigilant avec les déclarations qui sont faites, puisque le but des personnes interrogées est de convaincre et de se sauver. C'est un texte de 2023, qui était publié en 2023, que je viens de citer. Bon, donc, le mythe de la sorcière, consolidé par Michelet, se construit en fait dès le début du 19e. Et un des premiers à l'exprimer est Victor Hugo. Victor Hugo, dans son livre Notre-Dame de Paris, 1482. Alors en général, on oublie de citer 1482 dans le titre, parce qu'en fait, et c'est pas une date, c'est pas au hasard, c'est 2 ans avant la bulle papale qui lance la lutte contre la chasse aux sorcières. Et donc le personnage d'Esmeralda, que vous connaissez, figure un peu particulière, marginale, qui se produit en public avec sa chèvre, comme vous le voyez ici sur la gravure, et qui a fait et qui fait, comme vous le savez, tourner les cœurs. Mais c'est Michelet dans La Sorcière, en 1862,
qui a fait de la figure féminine une figure de femme libre, une figure de femme puissante. Et on commence à voir le mythe de la femme puissante. Alors, dans le second 19e siècle, le personnage de la sorcière s'impose comme hystérique, d'abord donc au cours d'événements politiques, tels la Commune de Paris en mars-mai 1871. On voit ici une pétroleuse donc qui a une figure d'une sorcière, et on voit aussi donc dans la gravure qui est sur la gauche, ce qui est intitulé le sabbat rouge des pétroleuses au ministère des Finances. Donc on voit bien le lien qui est fait dans cette représentation qui est après la Commune de Paris, après même 1871, des femmes considérées comme des sorcières et des hystériques. D'ailleurs, il y a toute une série de textes là-dessus. Deuxième moment, un peu plus tard, 1887, vous voyez ici un tableau d'une leçon clinique à la Salpêtrière, et le professeur Charcot commente devant ses élèves donc l'examen clinique de Blanche Wittmann, qui est là, vous voyez, qui est soutenue donc devant tout ce parterre d'hommes, donc une patiente diagnostiquée reine des hystériques. Or, l'hystérique qui est pathologisée est représentée par une femme et non par un homme, alors qu'il existe des hommes hystériques pour lesquels un pavillon a été construit à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Donc ce mythe de la femme puissante, et on passe au XXe siècle rapidement, est réapparu en fait en 68 aux États-Unis dans un mouvement qui s'appelle le mouvement Witch, né à partir de la célébration de la journée d'Halloween, donc fin octobre. Ces militantes occupent un temps la bourse de Wall Street, et les cours chutent pendant une demi-journée à peu près. Elles se sont peut-être inspirées d'une série télévisée très populaire aux États-Unis, qui est passée sur les écrans à partir de 1964 et qui a été ensuite traduite en différentes langues et diffusée dans toute l'Europe, Ma sorcière bien-aimée. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs pour certains et certaines. Le programme du Witch affirme, je cite, « Les sorcières furent les premières personnes sympathiques et les premières trafiquantes, les premières à pratiquer le contrôle des naissances et l'avortement, les premières alchimistes. » Et on rejoint ainsi les revendications féministes sur la libération de l'avortement. Dans le reste du manifeste, je ne vais pas tout vous le lire, mais on le trouve en ligne facilement. Elles reprennent le chiffre de 9 millions. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de ce chiffre complètement fantasmatique. Le mouvement Witch a promu cette figure de femme en noir et de femme puissante, figure qui s'est répandue dans toute l'Europe dans un mouvement transnational et en particulier en Italie. Donc on doit changer de diapo normalement. Voilà, je pense, voilà. En Italie, donc vous voyez sur les murs de la ville, là, le mot d'ordre, alors je vous le traduis, trembler, les sorcières sont de retour avec le signe donc qui signe un mouvement féministe. En France, donc, quelques années plus tard, alors qu'Anne Sylvestre chante « Ma mère, une sorcière comme les autres », enfin ça c'est donc le dernier vers de cette chanson, Xavier Gauthier, proche de Marguerite Duras, crée une nouvelle revue littéraire, politique et artistique, bimestrielle, sorcière, Les femmes vives, qui propose de 1976 à 1982 24 numéros de cette revue. Il s'agissait de construire un pont entre la révolte des femmes contemporaines et celle des femmes supposément rebelles des 15e jusqu'au 17e siècle, celles qui aident et qui soignent, d'après la revue, avec les plantes, sages-femmes à leurs heures, et donc elles peuvent accompagner les avortements. Ce sont à ses yeux des figures liées à la sexualité, à la liberté et au contrôle de leur corps par les femmes elles-mêmes. Et ça rejoint toutes les revendications du mouvement féministe de l'époque.
Je vous rappelle qu'il y avait un livre qui était publié qui s'appelait Notre corps nous-mêmes, qui justement décrivait ce corps de femme qu'il fallait connaître. Donc ça, c'est contre l'ordre des médecins, contre l'Église catholique aussi, qui est un combat d'actualité dans les années 70. Le premier numéro de la revue Sorcière, que vous voyez ici, est consacré à la nourriture. Et il s'ouvre avec une citation de Marguerite Duras, qui évoque des femmes seules, a priori dans la période médiévale et non pas moderne. Je cite, « Leur mari était loin, presque toujours à la guerre des seigneurs, à la croisade, ça veut dire 11e siècle, et elle restait parfois pendant des mois seule au milieu de la forêt à les attendre. » La citation fait explicitement référence à Michelet, qui évoque dans La Sorcière ces femmes esseulées dans leur ferme, taxées de folles par les hommes. Marguerite Duras conclut, dans son livre Les Parleuses de 1974, voilà, et on les a brûlées pour endiguer la folie, endiguer la parole féminine. L'éditorial du premier numéro de la revue Sorcière, qui est signé par Xavier Gauthier, explique que les sorcières dansent, chantent, vivent, jouissent. Elle ajoute que leurs corps sont en contact direct avec la vie de la nature, avec la vie du corps des autres. Et paradoxalement, de même que Michelet s'est appuyé, comme il l'écrit d'ailleurs, sur des contes et légendes et sur les écrits d'un magistrat du Parlement de Bordeaux, Pierre de l'Ancre, envoyé en 1609 par le roi Henri IV en Pays basque pour enquêter dans la province du Labourd à la recherche des sorcières. Il en interroge quelques centaines et en fait brûler un certain nombre, y compris quelques hommes, dont un prêtre, ce dont se réjouit Michelet dans son livre La sorcière. Xavier Gauthier s'appuie, elle, sur l'argumentation des inquisiteurs du marteau des sorcières, véritable réquisitoire contre les femmes, affirmant que, je cite, « toute la sorcellerie vient de la concupiscence charnelle chez qui la femme est insatiable ». Que sait-on donc des pratiques de... Pardon. C'est là, c'est... Alors Michel, attention, que sait-on des pratiques de sorcellerie passées et actuelles? Y a-t-il systématiquement une relation avec la figure de la guérisseuse dans les mythes ou une réinterprétation que nous connaissons aujourd'hui? Alors, on parle souvent de représentation des activités de sorcellerie, de persécution des sorciers et des sorcières, mais pas vraiment des pratiques même de sorcellerie. Des recherches ont été menées sur ce thème, notamment par des anthropologues et des ethnologues contemporains, dans plusieurs régions, sur ceux qu'on appelle les quimboiseurs ou les dormeuses aux Antilles, ou les tireuses de cartes dans le bocage normand, et aussi sur les masques et dans les vallées alpines. La grande anthropologue Favresse Saada, qui a pratiqué une observation participante à partir de 1968 dans le bocage berrichon, a été très imprégnée des pratiques de sorcellerie, en particulier elle-même, par une tireuse de cartes qu'elle évoque dans ses écrits. Et pour les masques, c'est-à-dire ça signifie sorcière en dialecte du Piémont, il y a des survivances qui sont remarquées très tôt, en 1972, dans des mots d'ordre féministes qu'on a vu tout à l'heure, disant « les sorcières sont de retour, elles sont dans la rue ». Mais aussi par des récits qui circulent et qu'un auteur, Nuto Revelli, a recueillis, des récits de vieilles femmes du Piémont racontant un certain nombre de pratiques dites de sorcellerie, en particulier l'usage des plantes médicinales. Alors, la sociologue Nelly Rousset a étudié la sorcellerie contemporaine à travers, entre autres, une série d'entretiens, et je vais lui emprunter une partie de ses conclusions. Se déclarer sorcière au XXIe siècle, c'est revendiquer un héritage historique fantasmé, souvent marqué par la persécution, tout en le réinterprétant à travers les catégories actuelles de l'écologie, du féminisme et du spirituel. La réinvention de la figure de la sorcière et de la sorcellerie occidentale s'inscrit dans un contexte
où les individus cherchent à renouer avec des pratiques ancestrales tout en les adaptant aux enjeux modernes. Différentes catégories de sorcières coexistent. La sorcière liée à la nature, la sorcière de la vie quotidienne, la sorcière militante et féministe, et parfois les trois types se mélangent, comme avec la sorcière Starwalk, cette influente militante écoféministe états-unienne. La nature occupe également une place importante, l'herboristerie mettant à profit les propriétés médicinales des plantes. Les sorcières fondent leurs croyances et leurs pratiques sur les saisons. On observe également l'existence de rituels sur la base des cycles lunaires. Cela souligne la volonté de connexion avec la nature ou de reconnexion avec des célébrations païennes oubliées et remplacées il y a des siècles par les célébrations chrétiennes. L'une des expressions les plus emblématiques de la sorcellerie se retrouve dans le mouvement Wicca, initié dans les années 50, aux États-Unis en particulier, et on peut voir dans le livre catalogue de l'exposition un remarquable article. Ce mouvement est fondé sur une organisation initiatique avec des cercles de 13 membres appelés coven, dans lesquels on pratiquait la sorcellerie. Dans le monde de la Wicca, spiritualité et politique fusionnent. C'est ainsi qu'il y a des manifestations au début des années 80 contre les centrales nucléaires. Les sources de ces rituels sont puisées dans certaines traditions, mais inspirées également par les travaux des folkloristes et des anthropologues. Au fur et à mesure de sa diffusion dans le monde, la Wicca a créé différentes branches adaptées aux croyances. Tel est le cas de celle essentiellement féminine, centrée sur le culte de la déesse Diane. Aujourd'hui, la Wicca constitue une voie spirituelle plurielle à laquelle de nombreuses sorcières contemporaines se réfèrent ou qu'elles évoquent comme une étape dans leur parcours spirituel. La sorcière apparaît également comme une figure de résistance face aux normes patriarcales, sociales et religieuses du présent. Elle incarne une alternative, un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Elle représente une nostalgie rêvée, celle d'un monde et d'une société où la femme aurait été détentrice d'une puissance jusqu'à inquiéter l'Église catholique. Toutefois, les sorcières contemporaines veulent montrer que cette puissance existerait toujours. Elles sont donc les petites filles des sorcières qui n'ont pas réussi à brûler, comme le proclament les pancartes dans les manifestations. Loin d'être un simple retour au passé, la sorcellerie contemporaine s'exprime à travers des pratiques variées, tels les rituels liés à la nature ou encore l'utilisation des énergies pour transformer le quotidien. Ces pratiques, souvent qualifiées de magiques, permettent de redéfinir le rapport au sacré, celui-ci étant nostalgique dans un contexte marqué par la prééminence de la rationalité scientifique. Il s'agit d'une quête du sacré perdu suite au déclin des institutions religieuses dans la vie quotidienne des individus. La sorcellerie contemporaine, pratiquée en Occident au XXIe siècle, témoigne aussi d'un rapport individualiste au culte et renvoie dans une certaine mesure aux pratiques du développement personnel, d'où l'immense succès du livre de Mona Chollet. D'accord, donc ça on a bien compris, mais alors pourquoi cette notion de puissance? D'où vient cette idée d'une puissance, d'un pouvoir réel? Alors, cette idée de puissance est historiquement contrefactuelle. Le mythe de la femme puissance, on a vu qu'il était déjà chez Michelet, mais il a été repris très récemment dans le livre de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être lu. Cette représentation de la puissance féminine n'a rien à voir avec la figure des personnes, hommes comme femmes, poursuivies pour sorcellerie entre le XVe et le XVIIe siècle. L'ouvrage, publié en 2018, devient rapidement un best-seller, dont le succès est époustouflant. 400 000 exemplaires actuels sont déjà écoulés, on en vend encore apparemment. Comment expliquer ce succès exceptionnel? L'autrice a de fait réussi
à faire de la sorcière une icône féministe qui incarne l'ensemble des problèmes qui préoccupent les femmes et les jeunes filles d'aujourd'hui. Pour comprendre le succès ininterrompu de Mona Chollet, il est nécessaire de prendre en compte cette insurrection féministe qui a explosé en 2017 avec le phénomène MeToo. Comme l'indique le sous-titre de Sorcière, c'est la puissance invaincue des femmes qui est affirmée dans ce livre, dont le titre seulement évoque une sorcière mythique créée de toutes pièces. Mona Chollet s'en explique d'ailleurs en septembre 2018 à la sortie sur le site Ballast. Cela m'intéresse de suivre une ligne entre développement personnel et propos politiques. Des femmes se sont emparées de cette dénomination de sorcière de manière politique. J'essaye de voir comment on peut s'en emparer dans une optique de développement personnel comme quelque chose qui peut permettre de construire une puissance au féminin. Léa Salamé reprend le concept dans une émission de radio, puis dans un livre. La puissance, dit-elle, parle aux femmes de ma génération, les cadras, sensibles à la cause des femmes, mais pas toujours à l'aise, dit-elle, avec le mot féministe. Le terme de puissance n'est pas nouveau, rappelle Éléonore Lépinard, professeure en études de genre à l'Université de Lausanne. Il a été beaucoup utilisé par le mouvement écoféministe pour décrire la force puisée par les femmes dans leur rapport à la terre et la nécessité de transformer la société en profondeur. Le risque, dit-elle aussi, c'est que le terme soit récupéré par le marketing de l'épanouissement individuel qui se nourrit des complexes des femmes et par le discours néolibéral qui incombe la responsabilité du changement aux femmes elles-mêmes et non à la société, à l'État. Il est critiquable s'il est uniquement synonyme de développement personnel, mais opératoire s'il donne la possibilité aux femmes de reprendre le contrôle de leur vie, conclut-elle. Alors justement, pour conclure, si nous revenons à l'époque actuelle et en même temps au regard que nous portons sur l'histoire, vous le dites vous-même, hein, la violence de la répression, même si on n'a pas atteint le chiffre de 9 millions, ça, je pense que tout le monde l'a entendu, a quand même été extrêmement importante. Hein, il s'agit d'une histoire violente. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un moyen de célébrer la mémoire des victimes, sorcières et sorciers, sans pour autant tomber à nouveau dans le mythe ou le fantasme? Alors, on peut voir sur la diapositive suivante, voilà. J'évoque dans la conclusion de mon ouvrage ce mémorial de Stegnøset, situé en Norvège, dans le comté de Finnmark, et inauguré en 2011. Et je l'ai découvert à travers la contribution d'une historienne qui a fait l'histoire des massacres dans l'ouvrage Féminicide, une histoire mondiale. Cette structure, réalisée en collaboration par l'artiste franco-américaine Louise Bourgeois et l'architecte suisse Peter Zumthor, est particulièrement intéressante et rappelle la brutalité des procès en sorcellerie dans cette région reculée, peu habitée, où 91 personnes ont été exécutées entre 1600 et 1692, 77 femmes et 14 hommes, dont certains issus du peuple Sami, c'est-à-dire la dénomination ancienne des Lapons. La construction du mémorial norvégien avait pour projet de relier par l'architecture et l'art les mythes et l'histoire réelle des persécutions du XVIIe siècle, qui sont présentés dans un des bâtiments, donc celui de l'architecte Zumthor, donc présentés par des textes d'archives imprimés sur des vitres portant sur les condamnations de femmes et d'hommes accusés de sorcellerie. Voilà. Pour conclure, 2 ans après la publication en France de Sorcières et sorciers, mythes et histoire, lettres aux jeunes féministes, je souhaiterais apporter quelques précisions et nouvelles perspectives en fonction de l'historicité du moment. Et je relirai cela avec le texte de notre conteuse qui a évoqué au début la frontière entre le vrai et le faux. Après que le monde a basculé suite à la réélection de Donald Trump en novembre 2024,
l'accélération de la diffusion mondiale par les réseaux sociaux de fake news conforte la profusion des vérités alternatives. Avec ces nouvelles lunettes du régime de la post-vérité, on est conduit à reconsidérer quelque peu les célébrations et discours de tous ordres tenus sur les sorcières, aussi bien dans la discipline historique que dans les manifestations féministes internationales. Outre cette transcription d'archives, le mémorial norvégien pose des questions relatives aux droits humains contemporains et représente une mise en garde pour le présent et l'avenir contre la persécution de personnes innocentes, donnant l'exemple de l'utilisation de la torture utilisée pour obtenir des aveux. Et il entend développer notre prise de conscience à l'égard de cette histoire douloureuse. Or, le monde a basculé aujourd'hui dans des guerres très violentes et asymétriques à Gaza, en Ukraine, au Soudan, en Iran et au Liban, depuis peu, avec l'usage de torture à l'égard entre autres de prisonniers ou de soldats comme de civils. Pour empêcher ces crimes contre l'humanité, on ne peut malheureusement pas seulement s'en tenir à la vigilance morale ou au témoignage artistique. À l'aune de ces violences à l'encontre des victimes innocentes, le détournement de l'histoire réelle des persécutions entre les 15e et 17e siècles contre les sorcières et les sorciers, et la transformation au XXIe siècle des sorcières en féministes et en femmes puissantes relève de la post-vérité. Voilà, je crois que je vais m'arrêter parce qu'il faudrait laisser la parole à la discussion. Juste pour conclure complètement, ces discours qui ne rendent pas compte des souffrances réelles des victimes alimentent des propos fantasmatiques sur la puissance invaincue des femmes et autorisent, si je peux dire, un masculinisme exacerbé, injustifiable et condamnable, qui se nourrit de ce langage relevant de la post-vérité. Les manifestations carnavalesques de sorcières habillées de noir, avec leurs chapeaux pointus, ne sont pas dangereuses et peuvent même prêter à sourire. Mais elles sont en décalage avec la réalité historique des procès et les condamnations de sorcières et sorciers dans un passé lointain. C'est la question même de la raison historique qui est interrogée. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, on va pouvoir prendre des questions. J'imagine que vous en avez ou des réactions, parce que c'était peut-être voilà, des propos qui amènent voilà, des réactions. Bonsoir, merci. Vous avez souligné la difficulté de retrouver des sources, d'avoir des faits historiques, et en même temps, de nos jours, avec les fake news dont vous parlez, en tant qu'historien, historienne, et puis pour tous les historiens, est-ce que, par rapport à tout ce qui se passe en termes de massacres, j'imagine que vous avez des craintes sur, je sais pas, si on est toujours là dans 1, 2, 3 siècles, comment les historiens, historiennes vont s'y retrouver. Est-ce qu'il y a des espèces de solutions pour éviter que des choses comme les massacres de par des régimes, la Chine, la Russie, etc., ne fassent pas que des fake news, comme c'était le risque si, à l'époque des sorcières, il y avait eu autant d'informations erronées, quoi. C'est une question difficile, qui porte peut-être plus sur le futur que sur le passé. Je crois qu'il y a quand même aujourd'hui, c'est quand même une différence, il y a toute une série d'endroits, de lieux où on stocke aujourd'hui des informations, des gens qui essayent, bien que parfois, comme à Gaza, ça soit interdit, le lieu soit interdit aux journalistes, essayent de donner des preuves, de récolter des témoignages sur ce qui se passe. Et donc, il y a toute une série de moyens techniques très différents, évidemment. Moi, une des craintes que j'ai, c'est que beaucoup de choses aujourd'hui passent par l'informatique et on n'a aucune idée de la permanence, si vous voulez, durant... Alors, on ne les verra pas, évidemment, mais vous parliez de 2-3 siècles, de la permanence de tout ce qui a été recueilli dans une époque récente sur ces questions-là. Et donc, pour moi, c'est une question principale. Et on a des manuscrits, on a la chance d'avoir encore, même si
les sources sont lacunaires, on a la chance d'avoir des manuscrits donc, qui ont plusieurs siècles. Est-ce que tout ce qu'on récolte aujourd'hui de témoignages de ces massacres subsisteront techniquement? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, une réaction, un élément de surprise? Bonsoir. En ayant entendu que malgré les persécutions qu'on a beaucoup attribuées aux sorcières, du coup, effectivement, j'étais un peu surpris qu'il y ait quand même une grande part d'hommes. Mais du coup, je me suis posé une question. Si parmi les persécutés, on avait une part d'hommes, est-ce que parmi les persécuteurs, on avait une part de femmes? Non. Bon, bah au moins, c'est clair. Ben non, puisque l'Église, comme vous le savez, l'Église ne tolère pas le mariage et la présence des femmes dans l'Inquisition, dans le tribunal et dans la prêtrise. Et donc, non, il n'y avait pas de femmes, non. Il y avait des femmes, alors attention, il ne faut pas non plus faire une histoire boiteuse. Il y avait beaucoup de femmes dans les dénonciations. C'est-à-dire que il y avait souvent des voisines qui, pour X raisons locales, on peut dire, dénonçaient les personnes comme pratiquant la sorcellerie. Mais, et par ailleurs, il y a toute une série de pratiques de sorcellerie qui sont exercées par les femmes, mais aussi par les hommes. Donc en effet, en plus, la plupart des théologiens et des démonologues sont des dominicains. C'est eux qui vont vraiment être au cœur de l'institution. En effet, il n'y a pas de place pour les femmes. Et c'est vrai que sur la question de la délation, parce que c'est toujours la délation qui lance le procès, là, les historiens travaillent beaucoup. Et en effet, quand ils regardent dans les sources, parce qu'il n'y a pas d'enquêteurs, en fait, il y a des inquisiteurs qui vont mener l'enquête après que la procédure soit engagée, mais on ne cherche pas par des enquêteurs les sorcières ou les sorciers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent aujourd'hui que la délation est souvent féminine. Alors le phénomène est d'autant plus accentué qu'au moment de la torture, on oblige la sorcière à dénoncer ses comparses. C'est obligatoire, ça fait partie de l'interrogatoire classique et on lui demande parfois des dizaines et des dizaines de noms. Et donc évidemment, quand on lui demande ses comparses femmes, bah forcément de manière exponentielle, elle dénonce des femmes, etc. Mais c'est vrai que ça reste une vraie question aussi et un vrai débat chez les historiens aujourd'hui. La place des femmes dans les délations, la place des hommes dans les condamnations. Ouais. Bon, est-ce que ce chiffre de 9 millions, vous l'aviez en tête? Ou est-ce qu'il vous a surpris? Non, moi je ne le connaissais pas. Hein. Je n'avais pas lu 9 millions. Oui, pour revenir sur ce chiffre de 9 millions, en fait, alors, il a une histoire lui-même. En fait, il a une histoire quand il y a au siècle des Lumières, il y a beaucoup de philosophes continentaux et beaucoup de philosophes français qui ont réfléchi, quand c'était tous les mouvements anticléricaux, sur la chasse aux sorcières. Et en fait, ce chiffre de 9 millions, il a été annoncé une première fois au milieu du XVIIIe siècle par un philosophe des Lumières allemand, donc qui est très mineur, qui reste assez inconnu à part ça, qui, dans l'histoire de son village, avait constaté une période où son village avait été entièrement dépeuplé de femmes. Ça, c'est un événement historique qui est traçable. Toutes les femmes, ou 90% des femmes, avaient été exécutées. Et en fait, il en avait tiré un chiffre en se disant si ça a été oublié, on peut l'appliquer à l'ensemble de l'Allemagne. Et en multipliant les chiffres du massacre de son village par le nombre du village allemand, on trouve ce chiffre de 9 millions. Et donc, lui, trouvant ce chiffre, il y a eu un effort de propagande à ce niveau-là pour montrer l'horreur qu'avait été l'Église au XVIIe et au XVIe siècle. Mais en fait, ce chiffre... Alors, est-ce que ce chiffre de 9 millions au XVIIIe siècle est le même chiffre de 9 millions qui a avancé ensuite au XIXe et au XXe siècle par les femmes et les féministes? Ça, c'est pas sûr. On n'est pas du tout sûr
que les féministes du XXe siècle se réfèrent à ce chiffre d'une manière ou d'une autre, mais il a une histoire, ce chiffre, une histoire qui est complètement fantasmagorique, encore une fois, qui renvoie à un calcul qui est faux, mais en fait il est traçable. Il est traçable. Alors j'ai plus du tout le nom de l'allemand en question, mais c'est trouvable. C'est trouvable. C'est une piste intéressante, hein, parce que dans le livre qui avance le chiffre de 9 millions, il n'y a absolument pas référence à cela. Donc il faudrait suivre comment elle a pu éventuellement, dans son histoire personnelle, il est possible qu'elle ait eu connaissance de ce texte. Merci en tout cas de l'information. Moi, j'aimerais que vous reveniez sur ce que vous avez dit à la fin en disant que, en fait, justement, ce discours féministe de la sorcière faisait donner de la place au discours masculiniste. J'ai été assez surprise de ça. Donc, soit j'ai mal compris ou soit j'ai besoin de précision. Merci. Oui, je suis allée un peu vite, sans doute, et c'est une hypothèse. Mais cette hypothèse s'appuie sur le fait que, justement, chaque fois, si vous voulez, qu'il y a eu... ça s'appuie sur l'histoire des féminismes. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a eu un mouvement féministe qui s'est développé, il y a eu, en écho, donc, des théories, alors qu'on appelle maintenant masculinistes, pour justement contrer le fait que les femmes apparaissaient comme plus puissantes qu'elles ne l'étaient avant, pour reprendre le terme de puissante. Et donc, ça c'est un constat, et on le voit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur toute une série d'actions. Il y a un mouvement masculiniste qui commence à être étudié d'ailleurs, qui s'accroît aujourd'hui. Et donc, c'est l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que ce mouvement masculiniste s'appuie justement sur cette affirmation de la puissance des femmes. C'est en réaction, si vous voulez. Mais c'est parce qu'en fait, juste pour compléter, hein, Michel, mais Oui. c'est parce qu'en fait, dans les nouveaux courants de sorcellerie, on parle de Wicca, mais aussi de féminin sacré, par exemple, il y a une dimension essentialiste. C'est-à-dire que c'est la femme, dans son essence même, qui serait surpuissante, dans sa relation à la nature, dans sa relation aux astres, à la lune, par exemple. Et le masculinisme, c'est un autre, c'est un essentialisme de l'autre côté. Donc c'est une réaction en opposition. Je pense que c'est dans cette dimension-là aussi que l'hypothèse, elle est fondée. Oui, tout à fait. Merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question un peu plus générale. C'était quand on regarde un peu les chiffres globaux. En fait, on travaille sur des chiffres globaux, souvent à l'échelle de l'Europe, mais il y a des gros écarts selon les pays. Et c'est quand même assez. Moi, ce que j'avais vu, c'était quand même assez concentré sur l'ex-empire germanique, et qu'il y avait des endroits où il pouvait y avoir des procès, mais qu'en fait, il y avait beaucoup moins de condamnations. Et donc, est-ce qu'on sait comment ça s'explique est-ce qu'on a des explications, peut-être entre le monde protestant et d'autres, cette faiblesse de ces écarts? Et j'avais aussi une autre partie de la question, mais qui était sur ces justement réappropriations féministes de la figure de la sorcière. Pareil, est-ce qu'il y a des différences, par exemple, entre le contexte français, le contexte américain? On parlait à l'instant de la réaction aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des écarts là-dessus, ou est-ce que c'est général? Alors, pour la première question, effectivement, et c'est d'ailleurs la difficulté d'avoir un chiffre précis des victimes, si vous voulez, il y a une fourchette qui va de 40 000 à 70 000 pour le moment, et donc parce que justement, il y a des très grandes différences suivant les pays. Alors effectivement, c'est essentiellement dans l'Empire germanique pour deux raisons. Des raisons politiques. L'Empire germanique est divisé en une série d'États différents, avec des princes, avec des statuts aussi différents. Et donc, comme on a vu que
petit à petit, ce qui relevait du tribunal religieux avait été repris par les autorités politiques. La question de l'orientation religieuse des autorités politiques des États de l'Empire germanique est importante. Et aussi, ce sont les endroits où s'est développée la réforme et des lieux, donc, les lieux où il y a eu le plus de procès et de poursuites, c'est les lieux justement de contact, hein, de friction, on peut dire, entre les territoires qui étaient catholiques et les territoires qui étaient réformés. Et donc ce qu'on a appelé la contre-réforme est donc plus importante dans ces endroits-là. Donc effectivement, vous avez raison de dire que les chiffres sont plus importants dans l'Empire germanique et on dit aussi qu'ils sont moins importants en France à cause de l'importance, pas de la stabilité, si on peut dire, du pouvoir royal par rapport aux autres pouvoirs politiques seigneuriaux. Du point de vue pour votre deuxième question, la question des féministes, alors il faut, enfin, j'étais un peu vite évidemment parce que voilà, à cause du temps, mais il faut bien différencier le mouvement, qu'on va dire ce qu'on a appelé les années 68 ou le moment 68, qui démarre effectivement aux États-Unis, qui part très très vite en Italie. Hein. En Italie, dès 71-72, on a ces slogans que vous avez vus là sur les murs, on a des textes, on a des discussions, enfin, ça vient plus tard en France, puisque la revue Sorcière 776, c'est lié au mouvement essentialiste, on a parlé tout à l'heure d'essentialisme, mais en particulier au mouvement qu'on a appelé le mouvement d'écriture femme, c'est-à-dire où c'est la femme qui est au centre, et il y a une différence il y a des différences féministes, entre les féministes matérialistes et les féministes essentialistes. Donc, voilà, dans cette période-là, et puis la période plus récente, où on reprend dans des manifestations. Alors, je vous ai montré exprès parce que je crois qu'il y a une espèce ça circule du point de vue transnational comme ça circulait donc dans le moment 68. C'est-à-dire que ça commence aux États-Unis et c'est repris pratiquement tout de suite par il faut vous dire que c'est des tout petits groupes quand même, hein. Ce sont quelques centaines maximum de personnes qui ont repris donc cette figure féministe de la sorcière et des manifestations. Donc voilà, je crois qu'il faut distinguer les deux périodes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les deux cas, il y a très vite ce mouvement transnational est important. Il y a ce transfert de pratiques, de mots d'ordre, etc. Oui, par exemple, en effet, sur cette revendication, nous sommes les petites filles d'eux. Moi, j'ai été très surprise quand on a préparé l'exposition, vous l'avez donc peut-être vu, il y a un mur où on parle justement des féministes qui revendiquent l'image de la sorcière avec le chapeau pointu, la robe noire, etc. Et on a des images qui nous viennent des États-Unis, de France, ça vous l'avez compris. On en a aussi en Pologne, on en a même trouvé en Corée. Donc ça veut bien dire que par le biais des réseaux sociaux aussi, c'est une image qui s'est extrêmement vite internationalisée. Et c'est dans la foulée de MeToo, hein, parce que MeToo, c'était ça aussi. Cette grande rapidité de diffusion par les réseaux sociaux. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux dans les années 68 et ça s'est quand même allé très vite. Pour revenir à la question qui vient d'être posée là, sur la différence entre les zones géographiques, et vous avez dit un mot qui est très intéressant, c'est que la France est plus stable sur le moment Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Et quand on regarde les chiffres de la France sur la répression en France, qui a lieu particulièrement en Lorraine, il y a des pics au moment des régences. Donc forcément au moment des instabilités politiques. Et ce qui est
significatif dans le cas qui nous occupe, c'est que les 3 régences françaises à ce moment-là, c'est 3 régences féminines. C'est Catherine de Médicis, Marie de Médicis et Anne d'Autriche. Et c'est très difficile de ne pas voir le lien entre une régence de femmes et une persécution qui est misogyne et plus marquée sur les femmes. Tout à fait d'accord. Bonsoir, merci beaucoup de votre présentation. J'ai vu l'exposition, j'ai aussi vu ces représentations modernes de sorcières, et entre autres en Corée. Et en fait, quand on pense sorcières et sorciers, on pense à l'Europe de l'Ouest, un peu aux États-Unis, mais surtout l'Europe de l'Ouest. Et là, en pensant à la Corée, ces jeunes femmes qui peuvent aujourd'hui se revendiquer sorcières, je me demande, savez-vous ce que ça peut représenter pour elles? Et apparemment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu ce phénomène de sorcellerie, d'accusation de sorcellerie, de bûcher en Asie, ou alors simplement on n'en parle pas. J'avoue mon incompétence sur la question de la sorcellerie en Asie, je pense. Alors en effet, il y a bien des sorcières, on en trouve en Corée, on en trouve au Japon, dans l'histoire, dans le temps long, et on en trouve encore aujourd'hui. Simplement, il n'y a absolument pas l'histoire occidentale qui s'est reproduite sur le continent. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de comprendre comment cette image elle s'est mondialisée. Parce que pour eux, c'est une référence qui est complètement occidentale. Que cette image-là. Et c'est vrai que cette occidentalisation d'un certain nombre de références dans les pays du continent asiatique, c'est une question vraiment intéressante. En tout cas, elles ont adopté cette figure alors qu'elle ne leur appartient absolument pas, ni historiquement, ni culturellement. L'histoire de la sorcellerie, il y a une exposition qui va s'ouvrir bientôt à l'abbaye de Daoulas et qui va parler justement des différentes formes de sorcellerie à l'échelle de l'ensemble des continents. Elle va ouvrir en septembre. Donc il y aura bien une section sur le continent asiatique aussi, et c'est une histoire complètement différente. C'est très intéressant. Vous parlez de la représentation des sorcières avec le chapeau pointu, la robe noire. Je voulais savoir si on savait d'où venait ce symbolisme, donc le balai volant, les chats, les chapeaux pointus. Alors balai volant, a priori, qui date déjà du XVe siècle, je ne savais pas, vu le parchemin qu'on a vu. Ça, moi, je peux répondre si vous voulez, Michel. Oui, je vous en prie. C'est comme vous voulez. Oui, allez-y, allez-y. Alors, il y a plusieurs suppositions. De toute façon, alors pour revenir sur le balai ou la quenouille, on voit bien dans l'exposition que c'est quelque chose qui apparaît très très tôt. En effet, dès le XVe siècle, on va voir apparaître ces attributs qui sont des attributs du travail féminin, mais qui sont aussi, et notamment quand ils sont représentés, des attributs phalliques, en fait, puisqu'on accuse la sorcière de partir avec, en chevauchant des animaux monstrueux ou des balais, et pas des quenouilles, mais parfois on peut trouver des choses qui y ressemblent, pour se rendre au sabbat où elles vont avoir des relations sexuelles contre nature, avec d'autres participants, avec des démons ou avec le diable. Donc on est vraiment dans le renversement d'un attribut et avec ces deux connotations précises. Ça, on le voit apparaître très tôt. La robe noire, c'est pareil, ce sont des interprétations, mais on va la retrouver plutôt chez Bruegel, où on a une gravure où il représente le magicien Hermogène qui est présent en fait dans un atelier où il y a énormément de monstres, et à ce moment-là on voit la figure d'une sorcière habillée d'une robe noire, donc elle n'a pas de chapeau, mais elle est au-dessus d'un chaudron fumant, c'est présenté dans un des films de l'exposition, et elle s'envole par l'âtre de la cheminée. Donc les historiens de l'art estiment que c'est à partir de ce moment-là que se populariserait l'image de la sorcière, qu'aurait finalement une robe commune. Et c'est ce qui la rend dangereuse aussi. Et ce n'est pas une robe particulière, c'est un vêtement relativement banal. Donc ce serait plutôt un agrégat de ce type d'image qui rentrerait après dans des croyances, on va dire, populaires, mais on n'a pas de certitude avec une date qui dirait que. Le plus compliqué, je trouve, c'est la question du chapeau.
parce que quand j'ai travaillé sur cette question, alors peut-être que le monsieur qui connaît bien ce sujet pourra répondre, mais moi j'avais lu que c'était lié au fait qu'à un moment, quand on condamne les hérétiques, on va condamner les hérétiques musulmans, enfin on va condamner d'abord les religions qui ne sont pas chrétiennes, donc les musulmans, les juifs, il va y avoir véritablement une persécution des populations de juifs avec des bûchers de personnes juives, et on oblige à l'époque du Moyen-Âge les personnes de confession juive à porter un vêtement particulier, parmi lequel un chapeau qui, sans être complètement pointu et ressembler au chapeau de sorcière, serait un chapeau reconnaissable et conique. Donc j'avais lu que c'était peut-être ce chapeau-là qui, par digression, en fait, aurait été celui de la sorcière. Mais sincèrement, j'en ai pas trouvé trace ensuite en histoire de l'art, dans les représentations. Or, ce sont quand même beaucoup les artistes qui vont forger la réalité de la représentation de la sorcière au fil du temps. On s'en rend compte, y compris quand elle devient puissante, fatale, au 19e et au 20e siècle. J'en ai pas trouvé de signe. Par contre, c'est au 20e siècle que cette image-là se forge véritablement. Et le générique de la série Ma sorcière bien-aimée, on l'a tous en tête, et là on voit véritablement. Alors est-ce qu'il y a une relation avec les fêtes d'Halloween, quelque chose qui serait aussi passé à ce moment-là? En tout cas, c'est aussi récupéré dans le monde du carnaval. Quand vous regardez les photographies de Charles Frégé qui sont présentées dans l'exposition et qui montrent les sorcières du Pays Basque, les Sorguignac, il en a fait des photographies en contre-jour. Ben, vous voyez qu'elles sont dotées, ces Sorguignac, de chapeaux qui sont des chapeaux relativement pointus. Donc voilà, c'est à mon avis une agrégation de représentations, des représentations artistiques, et puis peut-être aussi des vêtements qui sont des vêtements, alors que nous disons folkloriques, mais qui sont traditionnels. Donc voilà, on a des difficultés à véritablement pouvoir, alors que le ballet et la quenouille, ça c'est bon, pour le reste c'est quand même plus difficile. Voilà pour ce que j'en sais. C'est pas très précis, je suis désolée. Moi, j'avais trouvé une trace à propos d'Halloween, dont vous avez parlé tout à l'heure, de l'existence de la célébration du fait des migrants d'Europe aux États-Unis, de cette fête d'Halloween qui avait duré, en particulier dans les villages, dans les endroits, et que ça avait été repris en partie par le mouvement Witch. C'est-à-dire qu'elle s'était appuyée sur des traditions rurales implantées aux États-Unis pour fêter Halloween, et puis la transformation, les déguisements, etc. Mais moi, j'avais été troublée aussi, quand j'ai travaillé sur la période antique, de voir qu'il y a beaucoup d'éléments dans la représentation qu'on a dans nos imaginaires de la sorcière qui datent de cette époque. La robe noire, la vieille femme avec les cheveux hirsutes, la question de la chevelure, c'est quand même une question intéressante aussi, puisque c'est celle qui ne maîtrise pas ses cheveux. Donc il y a beaucoup d'injonctions autour de la chevelure féminine, même encore aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à l'image que nous avons de la sorcière avec son vêtement, ses ongles crochus, enfin ses doigts crochus, etc., qu'on trouve déjà dans les textes de l'Antiquité grecque. Mais elle s'envole sans balai à ce moment-là. Peut-être une dernière question avant qu'on se quitte? Oui, voilà, une dernière chance. Oui, je ne suis pas très compétente en histoire, mais le chapeau pointu me fait penser au chapeau des magiciens, qui remonte là à une très haute antiquité, et je me souviens avoir vu dans un musée en Allemagne un chapeau pointu comme ça qui en fait était un calendrier astronomique. Oui, c'est une piste qui serait logique, que je ne connais pas. Non plus. Bon, écoutez, nous allons poursuivre demain ce cycle de conférences ouvert aujourd'hui avec des présentations historiques. On travaillera un petit peu plus à ce moment-là dans le domaine des procès avec Maryse Simon qui viendra nous parler d'un procès assez hallucinant qui s'est tenu à Paris après des événements qui avaient eu lieu dans un cimetière parisien. Donc là, on est vraiment devant une histoire archivistique de procès extrêmement incroyable. Je vous invite à venir. Cette conférence aura lieu à 16h30. Mais avant cela, à 14h30, nous aurons le plaisir aussi d'accueillir Robert Muchembled.
qui a été l'auteur de 2 ouvrages fondamentaux, La sorcière au village et l'année dernière, La sorcière au bûcher, et qui viendra nous parler de ces travaux qui l'ont occupé pendant pratiquement 60 années. Donc je vous donne rendez-vous demain, mais tout de suite, je vous remercie de votre attention et je remercie beaucoup aussi, évidemment, Michel. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir accueilli avec la technique autre. Merci. Et au public et à ces questions. Merci pour votre disponibilité, votre présentation, toutes les questions que ça a soulevées. Et puis à toutes et à tous, bonne soirée. Bonne soirée.